Clara se réveilla avant l'aube, tirée par les pleurs d'Ethan à 4 heures du matin. Le petit appartement de cette résidence vieillissante en périphérie de Baltimore était humide et froid, l'air chargé de moisissures. Mais ce soir-là, une autre odeur flottait dans le couloir, une odeur âcre et piquante de plastique brûlé. Fronçant les sourcils, elle se précipita vers le berceau de son fils. Un mince filet de lumière traversait le carrelage froid du couloir. « Ethan » murmura-t-elle à voix basse. Ethan, 8 mois, était recroquevillé, le visage rouge, les bras agités de détresse. Clara se pencha et lui posa la main sur le front. « Tu es tellement chaud. » Le prenant dans ses bras, elle sentit son petit corps irradié de chaleur. « Tu as de la fièvre » murmura-t-elle. Dans le salon, Clara alluma la haute aspirante. L'odeur âcre se fit plus forte, attirant son regard vers le coin de la table à manger, où une pile de chiffons de nettoyage bon marché trônait, encore emballés dans leur fin plastique. Elle les avait achetés la veille à une vendeuse nommée Ruby, qui lui avait promis qu'ils nettoient comme par magie, sentent bon et n'ont presque pas besoin d'être lavés. Clara ne s'était guère souciée de l'origine, seul le prix l'avait intéressée, 12 chiffons pour $2. Les cris d'Ethan s'intensifièrent. Clara le berça doucement, lui tapotant le dos jusqu'à ce que, après 15 minutes d'angoisse, ses sanglots se transforment en halètements saccadés. Ses yeux se fermèrent, ses lèvres sèches et gercées. À 7 heures du matin, elle l'emmitoufla et se précipita à la clinique la plus proche. Le docteur Lucas, le médecin calme et d'âge mûr de Savannah, prit la température d'Ethan, lui prescrivit un antipyrétique et nota, probablement un simple virus saisonnier. Surveillez-le, revenez si ça empire. Clara hocha la tête, mais le malaise la tenaillait. Cet après-midi-là, son amie Sarah l'appela du bout du couloir. « J'ai entendu Ethan toute la nuit, ça va ? » « Juste une légère fièvre et un courant d'air, » répondit Clara, s'efforçant d'avoir l'air confiante. « Fais attention » la prévint Sarah. « Souviens-toi du bébé de Paloma, hospitalisé pendant des semaines sur une couverture moisie. » Clara força un léger rire, mais sentit le froid de cet avertissement. Avant le soir, Clara remarqua de minuscules rougeurs sur le cou d'Ethan et derrière ses oreilles, de petites bosses gonflées. En changeant sa couche, elle attrapa un des chiffons neufs pour l'essuyer. Quelques instants plus tard, Ethan sursauta violemment et pleura de nouveau. Sa peau était rouge de feu. Clara renifla le chiffon, sous son odeur supposée, fraîche, se cachait une piqûre chimique et une légère odeur de brûlé. Ni ingrédients, ni marque, ni facture. La panique lacérait. Pendant 2 jours, le sommeil d'Ethan devint agité, il se réveillait en sursaut à chaque fois qu'il s'allongeait, une sueur froide perlait sur sa peau. Clara passait ses nuits à arpenter l'appartement silencieux, le serrant contre elle. Le sac de lingettes restait sous l'évier, intact, sauf sous son regard méfiant. Le 4e soir, la crise éclata. Ethan était pris d'une forte fièvre, le visage rouge vif, la respiration difficile, les yeux vitreux. « C'est terrible » murmura Clara. Enfilant son manteau, elle l'enveloppa dans une fine couverture et se précipita dehors pour héler un taxi jusqu'aux urgences de l'hôpital général Mercy. Là, le docteur Elizabeth, une femme concentrée en tenue d'hôpital, guidait les infirmières tandis qu'elles installaient les moniteurs et commençaient les perfusions. Clara tremblait. « Qu'est-ce qui ne va pas » s'étrangla-t-elle. Elizabeth leva les yeux, il est en détresse respiratoire avec une forte fièvre. Nous avons besoin de tests urgents. Quelques minutes plus tard, l'infirmière Ryan revint auprès d'Elizabeth. Leur regard prudent en disait plus que des mots. Elizabeth s'agenouilla devant Clara. « Avez-vous utilisé des produits chimiques près du bébé ? Des nettoyants pour sol, des sprays ?» Clara secoua la tête. Seulement ces chiffons de Sunset Market. Le regard d'Elizabeth se durcit. « Nous suspectons une exposition toxique. Nous allons faire des analyses de sang et de foie. » Clara sentit son monde basculer. « Toxique ? Mais je les ai achetés uniquement parce qu'ils étaient bon marché, je n'en avais aucune idée. » Elizabeth posa une main ferme sur son épaule. « Calme-toi. On fait tout ce qu'on peut. » Quelques heures plus tard, à 3 heures du matin, Clara était assise sur une chaise en plastique dure devant les urgences, la faim et la peur la tenaillant au ventre. Lorsqu'Elizabeth est sortie, son visage était grave. « Nous avons identifié une intoxication au phénol, avec des traces d'ammonium quaternaire des produits chimiques présents dans les nettoyants industriels. Son foie présente des lésions précoces. Nous devons l'isoler et le surveiller de près. » Les genoux de Clara fléchirent.
Comment cela a-t-il pu arriver, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Le ton doux mais ferme d'Elisabeth trahit son désespoir, ces substances ne doivent jamais toucher la peau, surtout celle d'un bébé. Nous le protégerons. À 5 heures du matin, Clara se retrouva dans le couloir des soins intensifs, Sarah à ses côtés. Les mains de Clara tremblaient autour du rapport de laboratoire, chaque mot lui sembla une lame tranchante au phénol, lésions hépatiques, intoxication aiguë. Les chiffons bon marché, les promesses creuses de rubis, l'odeur accro, tout cela la hantait. À l'intérieur, Ethan était sous surveillance vigilante, chaque bip du moniteur étant un compte à rebours. Et Clara, épuisée et rongée par la culpabilité, se jura de ne plus jamais accepter une affaire à un tel prix. Nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit, le plus important maintenant, c'est de le sauver. Mais j'ai besoin de savoir, as-tu encore quelques-uns de ces vêtements? Clara hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui. Il y a un sac plein. Je l'ai gardé sous l'évier de la cuisine. Apportez un échantillon au laboratoire d'analyse dès que possible, a dit Elisabeth à Ryan. Ryan hocha la tête, puis se tourna vers Sarah. Peux-tu aider Clara à récupérer les affaires? On en a besoin au plus vite. Soudain, Clara se redressa brusquement, comme si on l'avait réveillée d'une claque. J'y vais, il faut que je fasse quelque chose. Sarah l'a soutenue et ensemble, elles ont quitté l'hôpital. Quand Clara revint, le sac de chiffon à la main, la police était déjà arrivée. 2 agents du commissariat local se tenaient à proximité, Anderson et Lucy, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant. Lucy prit le sac et le tendit au technicien médico-légal. Pendant ce temps, Anderson s'adressa à Clara d'un ton plus doux. Mademoiselle Clara, dites-nous en détail où et quand vous avez acheté ces tissus. Au Sunset Market, vers la fin de la semaine dernière, murmura Clara. D'une femme nommée Ruby aux cheveux bruns bouclés, lunettes de soleil, peut-être la trentaine. Lucy le nota rapidement. Avez-vous un reçu? Non, j'ai payé en espèces. Je n'ai pas pensé à vérifier. Lucy marqua une pause, observant le visage de Clara, puis reprit son écriture. C'est bon. On va inspecter les stands dans ce coin. Clara faillit s'effondrer sur une chaise. Elisabeth, debout à côté d'elle, intervint doucement, le problème n'est pas le tissu lui-même, mais ce qu'il contient. Lucy acquiesça d'un signe de tête. J'ai vu beaucoup de produits toxiques nuire aux adultes, mais un nourrisson, c'est la première fois. À midi, Clara fut autorisée à rendre visite à Ethan dans l'unité d'isolement spécial. Il gisait immobile, les yeux clos, la peau légèrement jaunâtre et sèche. Les machines autour de lui bourdonnaient sans interruption. Clara s'approcha lourdement de lui, tomba à genoux et pressa sa joue contre sa petite main glacée. Mon bébé. Maman est là. Je suis vraiment désolé. J'ai été tellement stupide. Ryan se tenait devant la vitre, détournant le regard de la scène. Sarah tendit un mouchoir à Elisabeth tandis que Clara murmurait, je voulais juste économiser un peu d'argent, juste quelques dollars. Je n'aurais jamais cru que... Elle leva les yeux vers l'infirmière Ryan. A-t-il une chance? Ryan ne répondit pas. Il se détourna en silence. Ce soir-là, Clara ne rentra pas chez elle. Elle s'endormit affalée sur une chaise dans la salle d'attente des patients. Sarah apporta son porridge et son eau, mais Clara ne but qu'une petite gorgée. Vers minuit, Elisabeth s'assit à nouveau à côté d'elle. Nous avons commencé une cure de détox pour Ethan. Les premiers résultats montrent que son foie est toujours réactif, mais il devra être surveillé en permanence. Les prochaines heures seront cruciales. La voix de Clara tremblait. S'il n'y arrive pas. Elisabeth l'interrompit, se montrant vulnérable pour la première fois. N'y pense pas maintenant. Il se bat encore, et nous aussi. Le lendemain matin, la police est revenue. Lucy tenait un rapport d'analyse médico-légale. Les chiffons contiennent du phénol à une concentration 12 fois supérieure à la limite légale, et l'ammonium est de qualité industrielle ou non autorisée pour un usage domestique. Clara sentit son cœur se briser dans sa poitrine. Nous disposons désormais de preuves préliminaires, a poursuivi Lucy, mais il nous reste à identifier le vendeur. Il pourrait y avoir d'autres victimes qui n'ont pas été identifiées. Je veux que l'hôpital émette un avis d'urgence, répondit Elisabeth. Anderson a ajouté, nous vérifierons les caméras du marché, même si la plupart des stands éphémères ne sont pas autorisés. Lucy ferma son carnet et regarda Clara. Mademoiselle Clara,
je sais que c'est douloureux, mais si vous vous souvenez d'autre chose, la voix du vendeur, le type de sac, un tatouage, dites-le nous. Cela pourrait sauver d'autres enfants. Clara hocha légèrement la tête. Je me souviens qu'elle avait un petit tatouage sur son poignet droit, un serpent, ou peut-être un crochet. Lucie a noté ça. Bien. On va suivre cette piste. Cet après-midi-là, Clara observait Ethan à travers la vitre. Sa dernière conversation avec Ruby lui revivait en tête, ça nettoie comme par magie, pas besoin de beaucoup laver. Elle tira sur ses cheveux. Je lui faisais confiance. J'ai laissé mon bébé vulnérable à cause d'économies stupides. Ryan passa et marqua une pause. Tu n'es pas la première à être trompée, mais laisse cette douleur aider ton fils à survivre. N'abandonne pas. Clara ne répondit pas. Elle serra les poings, les yeux rivés sur son petit-fils qui se battait toujours en silence. Tôt dimanche matin, Clara se tenait au milieu du marché Sunset. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait une photo imprimée tirée des images de surveillance de l'hôpital, un cliché flou reconstitué d'après ses souvenirs. Sur cette photo, Ruby portait un chapeau à large bord et des lunettes de soleil, debout derrière un étal rempli de chiffons et de sacs bon marché. Une pancarte peinte à la main disait « Propre et bon marché ». Le vent de mars soufflait fort, lui envoyant au visage l'odeur âcre de viande grillée et de détritus humides. Clara se précipita parmi les interminables rangées d'étals. Le stand de Ruby se trouvait autrefois entre deux vendeurs, l'un vendant des ustensiles de cuisine, l'autre des accessoires pour cheveux. Cet espace était maintenant un stand de chaussures d'occasion, et Ruby n'était plus là. Elle s'arrêta devant une femme qui rangeait des chaussures. « Excusez-moi, vous connaissez la femme qui vendait des chiffons de nettoyage ici ?» Elle s'appelait Ruby, elle avait les cheveux bouclés et portait des lunettes de soleil. La femme la fixa du regard, puis secoua la tête. « Je ne la connais pas. » Clara brandit la photo. « Regardez-la, vous la reconnaissez ? » « Non. Ça doit être quelqu'un d'autre. »« Depuis combien de temps vendez-vous ici ?» insista Clara. « 10 ans, mais je ne me mêle pas des affaires des autres. » La réponse frappa Clara d'un coup. Elle se dirigea vers le stand suivant où un vieil homme nommé Steven comptait l'argent. « Monsieur, avez-vous vu cette femme ? Elle vendait des tissus industriels ici ?» Steven jeta un coup d'œil à la photo, puis fit un signe de la main dédaigneux. « Aucune idée. Beaucoup de vendeurs vont et viennent, personne ne connaît vraiment personne ici. » Elle avait un tatouage de serpent sur le poignet droit. « Avez-vous déjà vu quelqu'un comme ça ?» Steven baissa les yeux et ne dit rien de plus. Clara recula, serrant la photo à deux mains. Ses jambes s'alourdirent, sa vision se brouilla de désespoir. Elle avait espéré que quelqu'un reconnaîtrait Ruby, que quelqu'un l'aiderait à démasquer la femme qui avait empoisonné son enfant, mais tout le monde l'évitait, tout le monde gardait le silence. Sarah a appelé juste au moment où Clara était assise sur le trottoir au bord de la route. « As-tu trouvé quelque chose ? » « Non. Personne ne dira un mot. Je ne comprends pas pourquoi. » Sarah marqua une pause, puis soupira. « Peut-être qu'ils ont peur de s'impliquer. Les marchés éphémères regorgent de trucs louches. Et si Ruby était protégée ? » Le cœur de Clara fit un bond. Oui, c'était bien ça, la peur. La peur d'être entraînée dans des ennuis, menacée, victime de représailles. Elle leva les yeux vers le flot de visages qui défilaient, acheteurs, vendeurs, distraits, pressés, où personne ne savait, ou plus exactement, personne ne voulait savoir. De retour à l'hôpital, Clara ne se rendit pas directement dans la chambre d'Ethan. Elle passa devant l'aile pédiatrique et se dirigea vers le panneau d'affichage de la communauté. Là, était affiché le dernier article, un nourrisson hospitalisé suite à une intoxication chimique due à des chiffons de nettoyage bon marché. La photo qui l'accompagnait montrait de petites mains couvertes de rougeur vive, immobiles dans un berceau. Ci-dessous se trouvaient des dizaines de commentaires imprimés. Elle a essayé d'économiser quelques dollars et a fini par blesser son propre enfant, c'est bien fait pour elle. Encore une mère idiote qui sacrifie son enfant à la mesquinerie au pauvre bébé. Mais je ne peux pas avoir pitié d'elle. Ses yeux se brouillèrent tandis qu'elle parcourait le texte. Elle toucha la dernière ligne, entourée de rouge. Si vous êtes une mère irresponsable, voilà ce qui arrive. Elle se retourna et s'enfuit du plateau, son cœur battant comme si quelqu'un lui frappait la poitrine. De retour dans la chambre d'isolement, elle vit Ryan prendre des notes. Ethan gisait immobile, constamment sous perfusion, son petit corps recroquevillé comme si la vie l'avait déjà quitté. Ryan leva les yeux vers Clara,
la voix plus douce. Des nouvelles? Non. Personne ne parle. Personne ne l'a reconnue. Elle a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Ryan hocha lentement la tête. Ce genre de vendeur est un fantôme, ils sont là quand ils veulent vendre, et disparaissent dès qu'il y a danger. Clara resta silencieuse, puis s'assit près du lit d'Ethan. Elle prit sa main et la pressa contre sa joue. Ethan, j'ai fait tout ça pour économiser quelques dollars. Je t'ai fait souffrir. Comment puis-je arranger ça? Un souffle faible et rauque s'échappa de ses minuscules poumons. Elisabeth entra. Nous venons de refaire ses analyses d'enzymes hépatiques. Elles sont toujours élevées, mais pas dans la fourchette critique. Cependant, il n'y a pas eu d'amélioration nette. Clara se mordit la lèvre. Ce qui veut dire? Nous sommes dans une zone grise. Nous ne savons pas quelle direction il prendra. Clara rétorqua, on ne peut rien faire d'autre? Nous faisons tout ce que nous pouvons, dit doucement Elisabeth. Ce soir-là, Sarah est revenue à l'hôpital avec un sac de nourriture, mais Clara n'a pu toucher à rien. Tu dois manger, insista Sarah. Clara secoua la tête. Je n'arrive pas à avaler. J'ai peur. Peur de quoi? J'ai peur qu'il meure à la seconde où je me détourne. Sarah se tut, puis sortit son téléphone. Il y a un groupe en ligne, Mère pour la vérité. J'y ai posté votre cas anonymement. Plusieurs mères m'ont envoyé des messages. Certaines utilisaient les mêmes lingettes, leurs enfants avaient aussi des éruptions cutanées et une toux chronique. Clara leva la tête. Vraiment? Sarah hocha la tête. Je leur ai envoyé le nom de Ruby et ta description. Peut-être que l'un d'eux pourra nous aider à la retrouver. Clara éclata soudain en sanglots. Si j'avais parlé plus tôt, si je n'étais pas restée silencieuse, personne ne parle quand on est acculé. Clara, mais maintenant tu peux crier, la réconforta Sarah. La nuit tomba. L'hôpital était aussi silencieux qu'une chapelle abandonnée. Clara était assise, écrivant dans le petit carnet que Sarah avait apporté. Les lignes tremblantes et irrégulières remplissaient la page. J'ai cru aux vêtements bon marché. J'ai cru aux arguments commerciaux. J'ai cru à la commodité où est maintenant mon enfant Gila, immobile, telle une ombre. Je suis sa mère, et c'est à cause de moi qu'il est brisé. Elle s'arrêta, se couvrant la bouche pour étouffer un sanglot. Dans son sommeil épuisé, Clara rêvait d'Ethan se reposant dans ses bras, souriant et en bonne santé, mais alors qu'elle s'approchait pour toucher son visage, il se brisa comme une bulle de savon. Le lendemain matin, Elisabeth arriva avec une enveloppe. Nous avons reçu un message des réseaux sociaux. Une femme nommée Teresa Morgan, de Charleston, raconte avoir acheté des vêtements à une personne correspondant à votre description. Clara sursauta. Avait-elle un nom? Non. Mais elle a sauvegardé une photo des produits. La vendeuse avait un tatouage de serpent sur le poignet. Clara serra les poings. C'est Ruby, c'est elle. Elisabeth hocha la tête. J'ai déjà transmis l'information à la police de Baltimore. Clara regarda vers la chambre d'isolement où Ethan gisait toujours immobile. Tout le monde autour de lui s'activait, infirmière, médecin, machine surveillance et constante, mais à l'intérieur de Clara, seul le silence régnait. Une question tournait dans son esprit, et mon fils? Le premier bruit que Clara entendit à son réveil sur le banc d'hôpital fut le goutte-à-goutte régulier de la perfusion. Elle se redressa et regarda à travers la vitre de la chambre d'isolement. Ethan était toujours immobile, son corps fragile enveloppé de tubes et de fils. La nuit précédente, il avait eu une légère fièvre, moins forte qu'avant, mais ses yeux restaient clos, sa peau pâle, l'éruption cutanée sur son cou d'un violet pâle. Les médecins n'avaient rien dit de nouveau, pas de progrès, mais pas de détérioration. La zone d'attente, la zone la plus sombre. Ryan entra, tenant un rapport de laboratoire fraîchement imprimé. Les enzymes hépatiques ont légèrement baissé, mais restent au-dessus du seuil critique. Il le tendit à Clara. Clara fixait les chiffres, la vue de nouveau floue. Laissez tomber, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir? Ryan hésita. L'espoir existe toujours, mais rien n'est encore certain. Elle ne dit rien d'autre, hocha simplement la tête et retourna au verre, assise silencieusement comme une statue. Une jeune infirmière nommée Emma, qui commençait tout juste son service, passa. Elle jeta un coup d'œil à Clara, puis murmura à une collègue à proximité, « Pauvre petite, mais c'est peut-être la faute de cette idiote de mère. » Clara entendit chaque mot.
Ses yeux se relevèrent brusquement et elle pivota. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix était froide. Emma tressaillit. « Je ne voulais pas, je n'étais pas. » « Alors, qui traites-tu d'idiot ?»« Moi. » Emma resta silencieuse tandis que sa collègue l'entraînait précipitamment. Clara resta figée, les poings serrés. Elle se tourna vers Ethan, les larmes coulant à flots, sans prendre la peine de les essuyer. Ryan, l'ayant remarqué de loin, s'est précipité. « Ce qui s'est passé ? » ?»« Rien, juste une personne de plus qui pense que je suis une mère stupide, » dit Clara avec amertume. Ryan ne répondit pas, il soupira simplement. Parfois, les gens jugent parce qu'ils ont peur d'être jugés. 1 heure plus tard, Sarah apporta un petit paquet, des articles de soutien du groupe Mère pour la vérité, des mouchoirs, une tisane, un carnet. Clara le prit. À l'intérieur du sac se trouvait également un petit mot manuscrit. « Même si vous n'êtes pas parfaite, vous êtes toujours une mère et être mère n'a jamais été censé être facile. Lena, maman de 2 prématurés. » Clara serra la note, sentant une légère chaleur alors que quelque chose de fragile et de fugace effleurait son cœur qui se serrait. Puis son téléphone vibra une notification sur les réseaux sociaux. La publication concernant l'affaire Ethan était devenue virale. Quelqu'un avait découvert l'identité de Clara et même retrouvé ses anciens comptes personnels. Une vague de réactions négatives déferla. « Tu as cherché ça toi-même, maintenant tu veux jouer les victimes. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des enfants, n'en ayez pas. Des vêtements à 2 $ pour un nouveau-né, tu es stupide. Si ce bébé meurt, peut-être que cela servira de leçon à tous les chasseurs de bonnes affaires. » Commentaire de The Perfect Mother 92. Clara halta comme si on lui avait donné un violent coup de pied dans la poitrine. Elle fourra son téléphone dans son sac, se releva d'un bond et se précipita dans le couloir. Le couloir s'étendait devant elle tandis que Sarah dépassait en courant des rangées de pièces silencieuses et débouchait sur le balcon du 2e étage, un endroit où peu de gens s'aventuraient. Ses mains tremblaient violemment et sa tête lançait comme si elle allait éclater. « Clara, où vas-tu » appela Sarah, sa voix se réchauffant dans l'air nocturne. Clara se retourna, les larmes ruisselant sur ses joues. « S'il meurt, je jure que je partirai avec lui. » Sarah se figea. « Ne dis pas ça. »« Je n'en peux plus, Sarah, » haleta Clara, la voix tremblante. « Je ne mange pas. Je ne dors pas. Chaque mot qu'il me lance me fait l'effet d'un couteau, ils ne savent rien, et pourtant ils parlent comme si j'étais une meurtrière. » S'approchant, Sarah agrippa les épaules de son amie. « Ces gens ne comptent pas. Seul le bébé compte, seul Ethan. Tu dois rester debout pour lui. » Clara s'effondra contre l'épaule de Sarah en sanglotant. Mais il refuse d'ouvrir les yeux. Il ne bouge pas, comme s'il s'éloignait à chaque seconde. Cette nuit-là, Clara écrivit à nouveau dans son journal. L'encre des pages précédentes était déjà floue. « Mon enfant. J'ai lu ce qu'ils disent. Ils me traitent de stupide, de radine, de tueur. Ils ont peut-être raison. Mais si tu pars, je n'ai plus besoin d'exister non plus. Je ne suis ni talentueuse ni riche, mais je t'aime plus que tout. Je ne peux pas me pardonner, et si tu pars, je partirai avec toi. » D'accord. Le lendemain matin, Ryan annonça qu'ils allaient intensifier la désintoxication d'Ethan avec une nouvelle thérapie, sa chimie sanguine étant toujours instable. Clara acquiesça sans poser de questions, elle n'avait plus la force de faire autre chose. En quittant l'unité de soins, elle aperçut Emma, la jeune infirmière de la veille, portant un plateau de médicaments. Emma hésita, puis s'approcha. « Mademoiselle Clara. Je suis désolée pour hier. Je n'aurais pas dû dire ça. » Clara resta silencieuse. La voix d'Emma tremblait. « J'avais une petite sœur. Elle est morte après que notre mère l'a oubliée dans la voiture. Tout le monde maudissait ma mère, mais je sais qu'elle a entendu 1000 fois pire. » Clara murmura, « Je comprends. » Ils restèrent ensemble en silence avant qu'Emma ne murmure, « Je prendrai soin d'Ethan comme s'il était ma sœur. » À midi, les réseaux sociaux s'étaient à nouveau enflammés, mais cette fois pour défendre Clara. Un message de Mère pour la vérité disait, « Être mère n'est pas synonyme de toute puissance. » Bientôt, d'autres mères ont partagé leurs propres erreurs, acheté du lait maternisé de mauvaise qualité, laissé tomber un enfant, oublié les dates de péremption. Un commentaire épinglé déclarait, « On ne naît pas mère. L'amour et l'apprentissage font de nous de vraies mères, et quand l'une d'entre nous ose se lever et admettre ses erreurs,
elle n'est pas stupide, elle est courageuse. Les lèvres de Clara tremblaient tandis qu'elle lisait. Puis elle ferma doucement son téléphone. Aucun mot ne pouvait apaiser son cœur. Une seule chose comptait, attendre qu'Ethan se réveille. Jusque-là, tout restait nuit. Mercredi, 11 jours après l'admission d'Ethan. Clara descendit du bus à Valdosta, une ville à près de 3 heures de Baltimore. Ses jambes étaient engourdies après le trajet, mais son regard brillait de détermination. Serrant son sac à main, elle sentit le poids de ses dernières preuves, une photo imprimée de Ruby, une copie de l'ordonnance d'Ethan et l'un des chiffons, la preuve ultime de sa plus grande erreur. Un tuyau d'une autre mère l'avait conduite ici. Ruby, semblait-il, vendait ces mêmes vêtements au Jefferson Open Market, à la périphérie de Valdosta, un dédale tentaculaire d'étal flottant où personne ne vérifiait les permis. Sous le soleil brûlant de midi, le marché empestait les épices, le tissu et le métal. Clara se faufila d'une allée à l'autre jusqu'à se figer, derrière un stand de vêtements California qui se dressait, un petit stand garni de chiffons, de balais et de lessives en tout genre. La femme qui empilait les chiffons gardait la tête basse, ses boucles brunes emmêlées, d'énormes lunettes de soleil dissimulaient son visage, un tatouage de serpent s'enroulant autour de son poignet. C'était Ruby. Le cœur battant, Clara s'efforça de calmer sa voix. « Madame, combien coûtent ces vêtements ?» Ruby leva les yeux et sourit faiblement, ne la reconnaissant pas au premier abord. « 3 pour $1, pas cher et super propre, ma chérie. » Clara hocha la tête et sortit son téléphone. « Je peux les utiliser sur un nouveau-né ?»« Bien sûr. Je les utilise tout le temps sur mon neveu, ils sont doux et n'ont presque pas besoin d'être lavés. » La main de Clara se serra plus fort autour de son sac. « Alors, si j'essuyais le visage d'un bébé avec un mouchoir et que le bébé avait des rougeurs, ne pouvait plus respirer, avait une forte fièvre et finissait à l'hôpital, qu'est-ce que tu dirais ?» Ruby hésita, son sourire se figeant. Clara retira ses lunettes de soleil d'un geste brusque. « Vous souvenez-vous de moi ?» Ruby recula. « Toi, tu es. Je suis la mère du bébé qui est entre la vie et la mort à cause des ordures que tu vends. » La voix de Clara se brisa, et plusieurs clients se retournèrent pour la regarder. Ruby reprit ses lunettes. Sa voix baissa. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vends juste des vêtements, ce que les gens en font, c'est leur affaire. » Clara ne put se retenir. Elle sortit le vieux chiffon de son sac et le jeta sur la cabine. Ces produits contiennent des produits chimiques industriels. Tout l'hôpital l'a confirmé. Mon fils est sous respirateur à cause de ça. Ruby jeta un coup d'œil autour d'elle, puis parla d'une voix basse et furieuse. « Dégage. Si tu veux crier, va ailleurs. Je n'ai rien fait de mal. Tu savais que c'était toxique, je le vois dans tes yeux, j'entends le mensonge dans ta voix. » Ruby ricana. « Bien sûr que je le savais. Mais qui t'a obligé à l'acheter? Qui t'a obligé à essuyer le visage de ton enfant? Tu l'as choisi parce qu'il était bon marché. » Clara eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. « Tu es un monstre. »« Non, ma chérie, je suis réaliste, » dit Ruby en sortant une cigarette de sa poche et en l'allumant. « Tout le monde achète des trucs bon marché. Je vends juste ce que le marché veut. Tu tues des gens? Personne ne t'a forcé à en consommer. Ne blâme pas les autres si c'est toi qui l'as ramené à la maison. » Un homme du stand voisin est intervenu. « Que se passe-t-il ici ?» Ruby se tourna vers lui, toujours aussi calme. « Rien, juste une folle qui fait une scène. » Clara a crié, « Je ne suis pas folle, mon enfant est en train de mourir. » L'homme la poussa légèrement. « Si tu n'achètes pas, alors va-t'en. Les gens comme toi ne sont pas les bienvenus ici. » Clara sortit son téléphone. « J'appelle la police. »« Oui, je suis au Jefferson Open Market. J'ai trouvé Ruby, la vendeuse de chiffons contaminée au phénol, source d'empoisonnement. » Ruby rit. « Vas-y, appelle. Tu as des documents? Des preuves que tu m'as forcé? » Clara recula, le cœur battant. La voix du répartiteur parvint du téléphone, « Nous allons envoyer des agents sur place, mais attention, si aucune infraction n'est commise. » La voix de Clara tremblait lorsqu'elle raccrocha. « Tu seras arrêté, je te le jure. » Ruby laissa échapper une bouffée de fumée et haussa les épaules. « Jurez autant que vous voulez, mais votre petit garçon respirera-t-il encore d'ici là? » Les mains de Clara tremblaient si violemment que les larmes lui montèrent aux yeux. « Tais-toi.
Ne parle pas de lui. Se penchant vers elle, Ruby murmura froidement, « Tu ne peux pas me tuer, mais tu meurs lentement de ta propre culpabilité. C'est ta véritable punition. » Clara s'exclama. Elle se précipita et gifla Ruby de toutes ses forces, mais Ruby s'esquiva et un homme s'interposa entre elles. « Reculez, prévint-il. Ou j'appelle la police pour agression. » Clara trébucha en arrière, son cri rauque et instable. « J'ai tué mon propre enfant en me faisant confiance, et tu as tué mon âme par ton silence. » Autour d'eux, le marché bourdonnait de murmures. Quelques passants décrochèrent leur téléphone, mais personne n'intervint. Ruby baissa la tête et commença à emballer ses marchandises en silence, comme si de rien n'était. Effondrée sur le gravier, Clara frappait le sol d'une voix rugissante, celle d'un animal blessé. « Rendez-moi mon enfant. Rendez-le-moi. » Le soleil ardent tapait fort, la poussière tourbillonnant dans l'air sec. Seul le rire moqueur de Ruby résonnait aux oreilles de Clara. À l'arrivée de l'agent Lucie, Ruby avait disparu. « Nous ne pouvons agir que si nous la prenons sur le fait ou si nous avons des preuves tangibles qu'elle distribue des substances interdites, » dit Lucie, la frustration perçant son ton. Clara ne l'entendit pas. Elle s'assit sur une chaise en plastique à la gare, serrant le morceau de tissu comme s'il s'agissait de la peau de son fils, les yeux creux. L'agent Anderson, son escorte, lui tendit un verre d'eau. « Nous allons poursuivre l'enquête. N'abandonnez pas. » Clara le regarda comme si elle peinait à saisir le sens de ses mots. « N'abandonne pas, murmura-t-elle, mais intérieurement, elle ne ressentait que du vide. « J'ai choisi de l'acheter, murmura-t-elle. J'ai choisi de lui essuyer le visage. J'ai ramené la mort à la maison. » Lucie s'agenouilla près d'elle, la voix douce. « Faire une erreur n'est pas un crime. Refuser de l'admettre, c'est ça le vrai crime. » Clara ne répondit pas. Elle répéta un mantra à voix basse, « Bébé, attends-moi. Je reviens. » Peu avant 21h, le taxi s'arrêta devant l'entrée de l'hôpital. Clara en sortit, son manteau taché de poussière, les cheveux emmêlés. Elle courut dans le long couloir, dont les lumières blanches projetaient des reflets fantomatiques sur les visages inquiets. À la porte des soins intensifs, le docteur Elisabeth attendait, l'inquiétude gravée sur son visage. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Elisabeth tandis que Clara haletait. Le foie d'Ethan ne réagit plus au traitement de détoxification. Son taux d'enzyme a dépassé la limite tolérable, et sa peau est maintenant complètement jaune. Il entre en insuffisance hépatique aiguë. Clara recula en titubant, comme si le sol s'était effondré. « Non, ce n'est pas possible. Ce matin, tu as dit qu'il y avait encore de l'espoir. » « Il y en avait un, » répondit doucement Elisabeth. « Mais tout a changé ces 6 dernières heures. Son corps ne peut plus se détoxifier tout seul. Sans intervention avancée, il risque de ne pas survivre aux prochaines 48 heures. » Clara avait l'impression d'être étranglée. Elle ne pouvait plus respirer, ni crier, ni pleurer. Derrière elle, la voix de Ryan se brisa. « On a fait tout ce qu'on pouvait, Clara. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Rester assise ici et le regarder mourir ?» Elisabeth lui tendit un formulaire. « Il reste une dernière option, une greffe de foie. Mais Ethan est trop petit pour figurer sur la liste des donneurs habituels. Si nous trouvons un parent biologiquement compatible, nous pourrions peut-être le sauver. » La main de Clara tremblait lorsqu'elle prit le formulaire de don. La vue des informations de l'hôpital et de la ligne de consentement lui rappela tous les sacrifices qu'elle serait appelée à faire. Sans hésiter, elle prit un stylo et signa. « Attendez » s'exclama Ryan en s'avançant. « Vous n'êtes pas en bonne santé non plus. Vous devez passer des tests, vous devez remplir les conditions requises. »« Je m'en fiche » cria Clara. « Je suis sa mère. Si mon foie peut le sauver, prends autant que tu en as besoin. » Sarah, son amie, accourut et la saisit par le bras. « Clara, c'est dangereux. Tu ne peux pas le sauver en te suicidant. » Des larmes coulaient sur le visage de Clara. « Alors je mourrai avec lui. Je ne peux pas vivre s'il... » Elisabeth tenait doucement les épaules de Clara, d'une voix calme mais chargée de tristesse. « Clara, je comprends. Mais s'il te plaît, fais d'abord les tests de compatibilité. Si vous êtes compatible, nous procéderons immédiatement. Sois forte, il a besoin que tu gardes les idées claires. » Cette nuit-là, Clara était assise près du lit d'Ethan. Il gisait immobile, des tubes à oxygène dans son petit nez,
sa poitrine se soulevant et s'abaissant selon des rythmes faibles et fragiles. L'écran clignotait en vert, rouge et jaune, comme des éclairs lointains dans un orage. Clara pressa sa main glacée contre sa joue. « Ethan, je suis désolé de t'avoir laissé souffrir ainsi. » Ryan se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte avant de la fermer doucement pour leur donner de l'intimité. Clara murmurait chaque mot comme si elle puisait au plus profond de son cœur brisé. « Si tu ne peux pas rester, je ne resterai pas non plus. J'ai détruit ton petit corps pour un chiffon ou une bêtise. Je t'ai fait victime de mon ignorance. » Ses larmes tombèrent sur son poignet, brûlantes et tremblantes. « Je ne mérite pas d'être ta mère. Mais si tu me pardonnes, si tu m'entends encore, bouge juste une fois. Même un doigt. Fais-moi savoir que tu es toujours là. » Seul le bip régulier des machines répondait à sa supplication. Elle baissa la tête. « Si tu pars, je t'accompagne. Je te le jure. » À 1 heure du matin, Clara était toujours penchée près du lit, les yeux écarquillés, sans sommeil. Sur la table se trouvait le formulaire de don et les résultats de son analyse de sang, toujours en attente. Son esprit repassait chaque instant, le premier sourire d'Ethan, ses roucoulements au son de la musique, ses pieds potelés qui lui donnaient des coups de pied dans les mains pendant le changement de couche. Elisabeth intervint et posa doucement la main sur l'épaule de Clara. « Nous aurons les résultats de compatibilité dans quelques heures. Il reste encore du temps, mais pas beaucoup. » Clara hocha faiblement la tête, le cœur suspendu entre espoir et désespoir. « Avez-vous déjà perdu un patient » murmura-t-elle. Elle a demandé, et Elisabeth a été prise au dépourvu. « Oui, et qu'est-ce que ça fait » insista Clara d'une voix douce mais insistante. « C'est comme si on m'arrachait un morceau de cœur » répondit Elisabeth, les lèvres tremblantes. Clara se pencha plus près. « Alors, si Ethan était ton enfant, que ferais-tu » Elisabeth s'affala sur le bord du lit, silencieuse un instant. Lorsqu'elle parla, sa voix était douce mais ferme. « Je lui dirai combien je l'aime, qu'il l'entende ou non. » Clara écarta une mèche de cheveux du front d'Ethan et y déposa un tendre baiser. « Mon amour, si ton âme est encore, s'il reste la moindre étincelle dans ton cœur, reviens à moi, ne serait-ce qu'en rêve. » Sa main ne quitta pas la sienne, la serrant comme si sa seule prise pouvait le ramener. Les larmes étranglèrent sa voix. « Je n'ai plus rien, plus d'honneur, plus d'amis. Personne ne croit que je mérite d'être mère. Mais toi, je t'ai. Je t'avais. » Ses mots se brisèrent, noyés par le chagrin. J'ai anéanti le seul espoir que j'ai jamais eu par ma propre ignorance. Au bout du couloir, les lumières s'éteignirent. La pluie commença à crépiter contre les fenêtres de la salle d'attente, où Sarah était assise, affalée contre le mur. Ryan s'approcha, une tasse de café chaud à la main. « Sarah, est-ce qu'elle va bien » murmura-t-il. « Elle attend la mort » murmura Sarah, les yeux creux. « Soit son bébé meurt, soit elle meurt. » Ryan hocha gravement la tête. « J'ai vu beaucoup de parents commettre des erreurs, mais aucun n'en assume autant la responsabilité qu'elle. J'espère que ce petit foie est compatible, » murmura Sarah. Ryan regarda vers la chambre d'isolement. « Il faut attendre. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a encore une chance. » Vers 3 heures du matin, Clara tremblait en écrivant dans son journal. Ses mots vacillaient sur la page. « Ce soir sera peut-être le dernier. Si c'est le cas, j'espère que quelqu'un lira ceci. Je t'aime, Ethan, plus que tout ce que j'ai jamais connu. S'il y a une autre vie, j'espère pouvoir encore être ta mère, seulement, la prochaine fois, je saurai mieux prendre soin de toi. » Une larme tomba sur la page. Clara posa son stylo et enfouit son visage dans la petite main de son fils, s'accrochant à la douce chaleur de la vie. À 3h47, la pluie tambourinait sans relâche sur le toit en tôle de l'hôpital, comme des doigts tapotant sur le couvercle d'un cercueil inachevé. Clara n'avait pas dormi, ses paupières étaient gonflées, sa gorge sèche. Ethan gisait immobile, soutenu seulement par les faibles bips et bourdonnements des appareils de réanimation. Elle murmura de nouveau, la voix rauque, « Maman est là. Maman est là. Je suis désolé. » Ses doigts restèrent entrelacés avec les siens, essayant désespérément d'absorber la moindre étincelle de vie. Ryan entra avec des nouvelles et un verre d'eau. Son visage était grave. « Les résultats des analyses sont tombés, votre foie est compatible. » Les yeux de Clara s'ouvrirent brusquement, s'illuminant de résolution plutôt que d'espoir. « Quand est l'opération ? »
Il nous faut l'approbation du conseil d'administration et les documents légaux, expliqua Ryan. Si Ethan reste stable quelques heures de plus, nous opérons aujourd'hui. Sinon. Il hésita. Nous perdrons notre chance. Clara hocha la tête et se pencha de nouveau. Tiens bon jusqu'au matin, murmura-t-elle d'une voix brisée. Je te donnerai une partie de mon corps s'il le faut. À minuit, un étrange bip retentit au moniteur. Ryan se précipita pour vérifier les mesures. Clara se tenait debout, le cœur battant. Le rythme cardiaque d'Ethan restait lent, mais le moniteur enregistrait un léger mouvement dans sa main. Clara se serra contre elle. Ethan, tu as bougé, n'est-ce pas? Ryan a appelé le docteur Elizabeth et en quelques secondes, l'équipe de nuit s'est rassemblée. Réinitialisez les moniteurs de réflexe, ordonna Elizabeth. Vérifiez s'il y a des contractions spontanées ou une réponse neuronale consciente. L'infirmière Teresa est allée faire des examens. Jambe gauche, léger réflexe à la stimulation, a-t-elle indiqué, les yeux brillants. Impossible de confirmer si c'est involontaire ou conscient pour l'instant. Clara retint son souffle. Était-ce le signe dont elle avait besoin? Elizabeth fronça les sourcils, concentrée. Tout mouvement après 24 heures d'immobilité est prometteur, mais pas définitif. Clara s'effondra sur la chaise pour la première fois depuis des jours, non pas à cause de la douleur, mais d'autre chose, l'espoir. Ryan lui toucha l'épaule. Reste calme. C'est encore fragile. Non, murmura Clara, la voix tremblante. Je n'espère rien. J'avais juste besoin d'un signe, juste un petit signe. Elizabeth observa Ethan un long moment, puis recula pour que l'équipe puisse continuer à surveiller. Clara resta figée sur place, les yeux écarquillés, dans l'attente. À 5h09, le téléphone de Clara vibra. Elle faillit ne pas répondre, mais lorsqu'elle vit le nom de l'inspectrice Lucie, elle décrocha le combiné. Oui, dit-elle. La voix de Lucie était pressante. Nous avons trouvé un entrepôt à la périphérie d'Albuquerque, plus de 200 cartons de vêtements contaminés par des substances interdites, tous étiquetés comme ceux que vous nous avez apportés. Le cœur de Clara fit un bond. Avez-vous arrêté quelqu'un? Pas encore, répondit Lucie. On suit la piste. L'entrepôt était sous un faux nom, mais des témoins y situent Ruby. Pamela Martin a accepté de témoigner, elle sera protégée. Clara expira d'une voix lointaine. Merci, mais qu'en est-il de mon fils? Le silence s'est prolongé avant que Lucie murmure, nous prions avec vous. Clara posa le téléphone et retourna au chevet d'Ethan. Elle se pencha et murmura, ils vont attraper les méchants, ma puce. Mais ce que je veux avant tout, c'est que tu ouvres les yeux. L'aube se leva, un or pâle se répandant dans la pièce. Sarah arriva avec du café et s'assit à côté de Clara en silence. As-tu dormi? Demanda-t-elle doucement. Clara secoua la tête. Ryan entra. Mon foie est compatible, s'il s'en sort ce matin, ils programmeront la greffe. Sarah serra la main de Clara. Ton garçon est un battant, et toi aussi. Clara regarda Ethan et murmura, tu entends, mon amour? On t'appelle un combattant, mais je n'ai pas besoin que tu gagnes toutes les guerres. J'ai juste besoin que tu te réveilles. À 6h14, le petit doigt d'Ethan tressaillit à nouveau. Clara se précipita à ses côtés, tremblante. Docteur, il a encore bougé, s'écria-t-elle. Le docteur Elizabeth, l'infirmière Teresa et Ryan ont vérifié les moniteurs. Les mesures montraient une légère amélioration, un rythme cardiaque plus régulier et un taux d'oxygène en hausse. Ethan, bébé, si tu peux m'entendre, essaie d'ouvrir les yeux, murmura Elizabeth, l'espoir brillant dans son regard. Elle prononça ces mots clairement et calmement. Un silence complet s'abattit sur la pièce en 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes puis la paupière gauche d'Ethan s'ouvrit, un tout petit peu. Clara s'effondra au sol, la vue brouillée par les larmes, et balbutia, il a ouvert les yeux. Ryan hocha la tête, les yeux rouges, pas encore pleinement conscient de l'espoir, mais conscient de réels progrès. La voix d'Elizabeth trembla lorsqu'elle ajouta, on se prépare pour l'opération aujourd'hui. Dehors, la pluie avait cessé. Des gouttes d'eau scintillaient sur la vitre sous le pâle soleil matinal. Dans la chambre blanche et stérile de l'unité de soins intensifs, un petit garçon avait bougé pour la première fois en 11 jours de coma et une mère, après autant de nuits blanches à mourir intérieurement de culpabilité, venait d'entendre le premier signe de vie de l'enfant qu'elle craignait d'avoir perdu. Clara ne souriait pas,
elle restait simplement assise là, caressant les cheveux de son fils et murmurant les seuls mots qui comptaient, toujours en vie, mais pas encore fini. Cet après-midi-là, quelques heures seulement après qu'Ethan eut ouvert les yeux pour la première fois, la greffe de foie eut lieu. Le bloc opératoire fut fermé dès que la compatibilité entre Clara et Ethan fut confirmée. Ryan fut le premier à entrer, rejoignant l'équipe chirurgicale dirigée par le docteur Alison Meyers, chirurgienne pédiatrique renommée pour ses opérations d'organes parmi les plus complexes sur les nourrissons. Clara était allongée sur le brancard, consciente mais silencieuse, elle n'avait pas prononcé un mot depuis la signature du consentement final. Une seule phrase restait gravée dans sa mémoire, « Prends autant de fois que nécessaire, tant que mon fils vivra ». Elisabeth se tenait à ses côtés, lui tenant la main. « Nous ferons tout avec soin et précision. Tu te réveilleras en premier, murmura-t-elle. Quelques heures plus tard, Ethan recevrait la greffe, le temps était compté. Alors que l'anesthésie faisait effet, Clara leva les yeux vers le plafond blanc aveuglant et murmura, « Ethan, ne te rendors pas, reste éveillé et attends-moi. » 11 heures plus tard, Clara se réveilla en salle de réveil, une longue incision traversant son abdomen. Elle souffrait, mais ne se plaignait pas. Sa première question fut, « Où est Ethan ?» Elisabeth, déjà assise près de son lit, hocha la tête avec un sourire le premier depuis des jours. « Le nouveau foie fonctionne, dit-elle. Son corps ne l'a pas rejeté, et les premiers signes de guérison sont très prometteurs. » Clara ne put retenir ses larmes, ses lèvres pâles tremblèrent tandis qu'elle murmurait, « Il est vivant. » Elisabeth lui serra doucement la main. « Il y a encore un long chemin à parcourir, mais c'est une véritable lumière au bout du tunnel. » 3 jours plus tard, Ethan reprit pleinement conscience. Il ouvrit lentement les yeux, scruta la pièce et laissa échapper un léger gémissement. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait, sa respiration devenant plus régulière. Le docteur Meyers effectua des examens neurologiques et des réflexes, tout était normal, même s'il était encore faible, et il n'y avait aucun signe de lésion cérébrale due au coma. Lorsque Clara fut enfin autorisée à voir son fils, elle ne pouvait pas encore marcher, 2 infirmières la poussèrent alors dans un fauteuil roulant à côté de son lit. Clara tremblait, muette, tandis que le garçon la fixait droit dans les yeux pour la première fois depuis près de 2 semaines. Pas de parois vitrées, pas de tube à oxygène, pas de perfusion entre les deux, juste la mère et l'enfant qui se regardaient dans les yeux. Clara tendit la main et lui toucha la joue en balbutiant, « Tu te souviens de maman ?» Ethan se déplaça, attrapa son doigt et esquissa un léger sourire. Ryan s'essuya les yeux. Alison sourit chaleureusement, « C'est un battant, et sa mère aussi. » Clara posa sa tête contre le bord du lit et murmura, « Tu es en vie, c'est un miracle. » La nouvelle de l'opération et du rétablissement miraculeux d'Ethan s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, non pas par l'intermédiaire de Clara, qui n'était pas revenue en ligne, mais par la communauté Mother for the Truth. Celle-ci a publié un article détaillé intitulé « Du cauchemar au miracle, l'histoire de Clara et de son bébé Ethan nous force tous à regarder en nous-mêmes. » Le message n'enjolivait rien, il mettait en lumière les erreurs de Clara, son insupportable culpabilité et le courage qu'il lui a fallu pour en assumer les conséquences, choisissant de risquer sa vie pour sauver son enfant. Des milliers de commentaires ont afflué, la plupart des messages de soutien, d'empathie et d'admiration. J'ai pleuré pendant des heures après que mon bébé a eu une intoxication alimentaire à cause d'un aliment que j'avais cuisiné. Je comprends. Être mère ne signifie pas être parfaite, mais se relever après chaque chute. C'est la personne la plus courageuse que j'ai jamais entendue. Un passage de la publication a été plus partagé que tout autre, quand une mère offre son propre foie pour sauver son enfant, personne n'a plus le droit de la juger. Elle n'a pas besoin de pardon, elle s'est rachetée par la chair et le sang. Les forces de l'ordre ne sont pas restées inactives non plus. Lucie, l'inspectrice principale, a appelé Clara juste au moment où elle s'endormait enfin. « Désolé pour l'appel tardif, mais je pensais que vous voudriez savoir. » Clara, groggy, a répondu, « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Nous avons arrêté Ruby près de la frontière canadienne, » a rapporté Lucie. Elle essayait de quitter les États-Unis avec de faux papiers. Nous avons suffisamment de preuves, provenant de l'entrepôt d'Albuquerque, des témoignages et l'échantillon de produits que vous avez fournis. Elle est officiellement inculpée de distribution de matières dangereuses et de mise en danger d'enfants. Après un silence, Clara a demandé, a-t-elle dit quelque chose? La voix de Lucie s'est durcie. Elle a tout nié, mais elle n'a plus aucune issue. Clara a fermé les yeux et a pris une grande inspiration. Merci. Lucie a hésité, puis a ajouté, nous envisageons de rendre l'histoire publique, non seulement pour les poursuites judiciaires, mais aussi pour alerter les gens. Si vous le souhaitez,
nous aimerions vous interviewer pour les médias. Clara a regardé Ethan, paisiblement endormi dans ses bras. Oui, dit-elle, mais seulement après qu'il soit complètement rétabli. Une semaine plus tard, Clara fut transférée des soins intensifs au service de réveil post-opératoire. Ethan était toujours sous surveillance étroite, mais il pouvait désormais boire du lait maternisé tout seul et bouger librement ses bras et ses jambes. Sarah vint lui rendre visite, portant un dessin au crayon envoyé par des membres de Mère pour la Vérité, une mère debout dans un champ, tenant un enfant rayonnant de lumière. « Ils ont dessiné ça pour toi », dit Sarah en souriant et en tendant le dessin à Clara. Des larmes coulèrent à nouveau sur les joues de Clara, mais c'étaient maintenant les larmes de quelqu'un revenu de l'enfer. « Quand je pensais ne pas mériter de vivre, mon fils m'a ramené à la vie. » Sarah serra la main de son amie et murmura, « Il ne t'a pas seulement ramené à la vie, il t'a amené à une nouvelle vie. » 2 semaines plus tard, Clara marchait lentement, les bras encore bandés, mais le regard plus brillant que jamais. Elle tenait Ethan dans ses bras pour la première fois dehors, sous le soleil matinal depuis cette épreuve. Un journaliste local se tenait à proximité, aux côtés de l'inspectrice Lucie, filmant un court extrait des retrouvailles de Clara avec le groupe des Mères pour la Vérité ou des femmes qui avaient elles aussi commis des erreurs, mais refusaient de les laisser les définir. Une femme nommée Ella, qui avait perdu son premier enfant suite à une réaction médicamenteuse, serra Clara fort dans ses bras et murmura « Nous avons survécu non pas pour fuir le passé, mais pour le transformer en un feu qui éclaire le chemin à suivre. » Clara hocha la tête, regardant Ethan dormir profondément dans ses bras, « Mon enfant est vivant. Je suis déjà morte une fois, maintenant je sais vivre. » 3 mois après la transplantation hépatique réussie, Clara emmena Ethan hors de l'hôpital général de Mercy. La lumière du soleil du début de l'été recouvrait leurs épaules d'une douce couverture dorée, apaisant les cicatrices encore gravées dans leurs âmes. Clara avait perdu près de 8 kilos, sa peau était pâle, ses pas lents et pourtant, chaque foulée était comme un battement de cœur de résurrection. Sarah se tenait sur le seuil, un bouquet de tournesol dans les bras. « Bienvenue au monde », murmura-t-elle, un sourire éclatant et chaleureux. Clara rit à travers ses larmes, serrant son amie fort contre elle. « Nous sommes vivants », parvint-elle à dire, la voix tremblante d'incrédulité et de soulagement. Ethan dormait paisiblement dans sa couverture en forme d'ourson, le visage calme et rose, sans tube ni machine. Sarah se pencha et murmura, « Petit guerrier, tu es un miracle. » Clara caressa ses cheveux doux et laissa briller ses yeux. « J'apprends encore à croire au miracle », admit-elle doucement. 2 semaines plus tard, Clara a fait ses valises et a quitté le vieil appartement où son cauchemar avait commencé. Grâce au soutien de Mère pour la Vérité et à un prêt d'une association humanitaire, elle a loué un petit appartement ensoleillé à Brooklyn, plus calme, plus vert et à 2 pas d'une école maternelle. Déterminée à reconstruire sa vie, elle a trouvé un emploi à temps partiel dans une association de protection des consommateurs, où elle a contribué au dossier de recherche et au suivi des plaintes. Ce travail n'était pas stressant, il lui a permis de renouer avec un monde plus vaste que celui de l'hôpital. Lors de sa première matinée à l'association, Clara portait un chemisier blanc impeccable, les cheveux soigneusement coiffés. Elle embrassa Ethan sur le front avant de le confier à Sarah. « Maman va travailler. Je serai bientôt à la maison. Cette fois, je vis pour toi. » Au bureau, elle trouva Edward Miller, le gentil responsable de secteur, qui l'attendait avec une épaisse liasse de rapports. Edward l'avait interrogé après l'incident, sa propre fille avait été victime de produits cosmétiques de mauvaise qualité. Il sourit gentiment en lui tendant les documents. « Voici les produits signalés au cours de l'année écoulée. Nous devons remonter à leur origine et alerter les autorités de réglementation si nous constatons des infractions. » Clara accepta le paquet avec gratitude. « Merci pour cette opportunité, dit-elle. » Edward hocha la tête. Personne ne comprend mieux les consommateurs qu'une personne qui en a été victime. Pendant ce temps, le procès de Ruby à Valdosta attirait une salle d'audience bondée de parents dont les enfants avaient été victimes de violences. Oubliez ses lunettes de soleil et son sourire suffisant, elle était assise derrière la table de l'accusé, la posture raide et les yeux creux. L'inspectrice Lucie, qui avait minutieusement suivi l'affaire, présenta des photos de l'entrepôt, des analyses chimiques, des témoignages et le témoignage bouleversé de Pamela Martin, une ancienne vendeuse devenue lanceuse d'alerte. La voix de Pamela tremblait lorsqu'elle décrivit le moment où elle réalisa qu'un enfant avait failli mourir à cause de tissus bon marché et toxiques. Le juge demanda alors à Ruby si elle avait quelque chose à dire pour sa défense. Ruby regarda droit devant elle et répondit d'un ton sec et impassible, il savait que c'était bon marché. Personne ne les a forcés à acheter. J'ai vendu ce qu'ils voulaient.
Le silence s'abattit sur la salle. Le procureur s'est levé et a déclaré « Nous ne jugeons pas l'intention, mais les conséquences ». Des dizaines d'enfants ont été blessés, l'un d'eux a failli mourir, et des familles sont confrontées à un traumatisme permanent. Au bout de 2 heures, le tribunal a condamné Ruby à 3 ans de prison pour distribution de produits dangereux et a ordonné une restitution aux familles concernées. À l'extérieur de la salle d'audience, Lucie a envoyé un SMS à Clara, elle a été condamnée. Clara a lu le message, a posé son téléphone, a fermé les yeux et s'est murmuré « Tu as ta réponse, Ethan ». 1 mois plus tard, Ethan entra dans une petite école maternelle accueillante pour son premier jour de classe. Il s'accrocha à la jupe de sa mère, les larmes aux yeux. S'agenouillant, Clara l'enveloppa d'une étreinte réconfortante. « N'aie pas peur. Tu te feras de nouveaux amis ici, et je t'attendrai juste devant. » Il hésita, puis hocha la tête. Après le cours, Clara ouvrit son sac à dos et découvrit un dessin, une mère portant une cape de super-héros à côté d'un garçon souriant. En dessous, on pouvait lire, de la main soignée de l'enseignante, « Maman est mon héroïne ». Clara pressa le papier contre sa poitrine et laissa couler des larmes de joie pour la première fois depuis des mois. Main dans la main, mère et fils déambulaient dans une rue bordée d'arbres. Les passants leur souriaient, personne ne pouvait imaginer l'obscurité qu'ils avaient endurée, ni à quel point Ethan avait failli disparaître. Aujourd'hui, pourtant, seule une vie vive et radieuse subsistait. Leur parcours témoigne de la responsabilité parentale, de la vigilance et du courage. Un seul petit choix peut avoir des conséquences imprévues, mais l'amour inconditionnel, la force d'affronter ses erreurs et la détermination à réparer définissent une mère. La justice n'est peut-être pas immédiate, mais lorsque nous refusons de nous taire, la vérité éclate. Soyez des consommateurs avisés et des juges compatissants, tout le monde peut trébucher, mais tout le monde ne trouve pas la force de se relever.